Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à faire ces requêtes. Une fois de plus, vous avez une solution sous forme de screencast pour ceux qui ont eu des difficultés. On échangera dans le BBB si vous avez des questions complémentaires. Donc là, vous avez pu voir que réaliser une requête peut être relativement simple pour des questions relativement simples. On verra qu'une des difficultés, notamment, c'est lorsque l'on souhaite connecter des données entre différentes tables, ce que l'on appelle une jointure, et ça, on verra ça à la fin du cours. Autre élément de base de données, autre objet, ce sont les vues. Alors, les vues, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets en fait d'une base SQL qui sont en fait basés eux-mêmes sur une requête de sélection. Alors ça, c'est un point à comprendre. Ce qui est assez intéressant aussi quand on débute, c'est que lorsque l'on fait des requêtes, on ne peut pas vraiment faire de bêtises. Étant donné en fait qu'une requête n'existe que le temps de son exécution. C'est-à-dire que vous réalisez une requête, vous tapez votre syntaxe SQL, select, blablabla, from, la totale, et vous avez un résultat. Mais en fait, ce résultat n'existe que après l'exécution de votre requête. C'est-à-dire vous vous déloguez de votre base, vous revenez, le résultat de votre requête a disparu parce que c'était juste une exécution instantanée. En fait, la vue va vous permettre quelque part de conserver le résultat d'une requête, presque d'enregistrer en fait un résultat de requête. Et alors, le point important à connaître sur cette vue, c'est que deux choses. C'est qu'une fois que l'on crée une vue, SQL, la base de données va la considérer presque comme une table. Ça veut dire qu'on peut réaliser après des opérations sur une vue comme on réalise des opérations sur une table. Dit autrement, vous pouvez réaliser une requête non pas sur une table, mais sur une vue. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que l'on va vouloir exécuter cette vue, il faut comprendre que la vue en tant que telle n'existe pas. La vue, en fait, c'est juste un enregistrement de votre requête SQL. Ça veut dire que la requête va à nouveau être exécutée. Donc si je pousse le concept jusqu'au bout, c'est-à-dire que je fais une première vue, sur cette vue, je réalise une requête. Cette requête réalisée sur une vue elle-même, je la stocke sous une autre vue et que je réalise encore une requête sur cette deuxième vue. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la dernière requête réalisée va sous-entendre l'exécution de votre première requête, puis de la deuxième requête de la requête, puis de la troisième requête de la deuxième requête, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que du coup, le temps d'exécution peut être bien sûr super long si vous augmentez en fait la profondeur comme ça de vos requêtes sur les vues. Donc ça, c'est un point important à comprendre, c'est qu'une vue ne stocke pas le résultat, mais stocke en fait la syntaxe de votre requête SQL. Par contre, le point hyper intéressant là-dessus, c'est que du coup, souvenez-vous ce que je vous avais dit au début du cours, un des intérêts du SQL, c'est notamment de pouvoir automatiser certaines tâches. Si vous devez générer un rapport de synthèse tous les mois, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre requête de rapport, de synthèse. Cette requête, vous allez la stocker dans une vue, et à partir de là, tous les mois, vous avez juste à relancer cette vue qui va relancer la requête SQL qui va fournir le résultat. Si entre-temps de nouvelles données ont été ajoutées dans votre table, et du coup, cette vue va forcément se baser sur ces nouveaux résultats et donc va vous générer un rapport de synthèse qui va être donc différent du premier que vous avez obtenu un mois avant. Donc la vue, il faut vraiment la voir comme une sauvegarde. Ça permet de sauvegarder votre requête SQL et ça permet aussi de pouvoir l'utiliser comme une table. Donc la syntaxe est relativement simple. On a les mots-clés create or replace. Vous pouvez rajouter ça si jamais votre vue existe déjà. Create view, le nom de la vue qui sera quelque part comme une table. As suivi de votre requête. Donc as, select, distinct, pair, from, pedigree par exemple. Donc là, cette dernière partie ici, c'est vraiment votre requête SQL. Donc ce que l'on fait généralement, c'est que on crée sa requête SQL classiquement au départ. Une fois que le résultat obtenu est ce que l'on souhaitait, à partir de là, on rajoute dans votre syntaxe SQL les mots-clés create view, le nom, as, et à partir de là, dès que vous allez exécuter cette syntaxe SQL, vous allez avoir une vue qui va être créée, qui va apparaître dans la partie vue de votre interface de base de données. Donc vous avez pu voir ça dans la vidéo.
Enfin, selon les logiciels, vous pouvez aussi directement par un bouton cliquer et générer votre vue. Il faut savoir que PHP-MyAdmin est un peu complexe à ce niveau-là parce qu'il demande de créer des trucs un peu complexes, donc ça ne fonctionne pas tout simplement. Vous n'avez pas forcément les droits pour le faire, donc ça c'est normal. Donc je vous encourage plutôt à utiliser la syntaxe SQL. Point important, quand globalement tout va mal, c'est-à-dire que vous avez fait des trucs, ça va pas du tout, vous avez inséré les mauvaises données, vous vous êtes trompé dans votre structure de table, enfin bon bref, c'est le bazar. Quelques informations pour supprimer les erreurs et éventuellement repartir de zéro. La première, c'est si vous avez inséré les mauvaises données, la première commande à connaître, c'est truncate table suivi du nom de votre table. Alors que fait cette commande? Elle vide votre table, c'est-à-dire que toutes les données qui ont pu être insérées dedans sont supprimées. Par contre, la table existe encore et la structure de la table, donc les différents champs avec les data types, etc., existent toujours. Si vous avez inséré de mauvaises données, alors là c'est un peu plus délicat, vous avez un mot-clé qui existe, c'est delete from table where. Alors là, il faut faire extrêmement attention sur le where, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même de pouvoir supprimer des données qui ne vont pas. Donc il faut être extrêmement précis pour la condition where, et on le reverra pour l'update. Je vous conseille fortement de faire un test à blanc, entre guillemets, avec une requête SQL classique. Parce que le truc qu'il faut comprendre avec SQL, c'est qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Il n'y a pas de corbeille, il n'y a rien de tout ça. Quand quelque chose est effacé, c'est effacé. Donc il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Donc faites extrêmement attention avec ce type de commande. Et pour les delete from, et on verra aussi avec la commande update, je vous encourage à tester auparavant votre condition, si elle est réellement correcte et si vous sélectionnez réellement les enregistrements que vous souhaitez soit supprimer, soit modifier. Autre commande, la structure n'est pas du tout adaptée. Vous avez fait n'importe quoi dans votre structure de table. Dans ce cas-là, la commande c'est drop table, le nom de la table. Et alors là, tout disparaît. Les données et la table. C'est-à-dire la table n'existe plus, il n'y a plus de champ, il n'y a plus rien, il n'y a plus de table, c'est terminé. Pareil, pas de retour en arrière, donc faites extrêmement attention. Et vous vous disiez non, vous vous dites que votre base de données c'est bon là, vous arrêtez, de toute façon le SQL c'est pas pour vous. Non, je plaisante. La commande c'est drop database. Alors drop database, tout disparaît. Carrément, base de données, table, un données insérées, etc. J'insiste, pas de retour en arrière possible. Vous faites une erreur, vous n'avez plus qu'à recommencer si ce n'était pas voulu. Donc faites extrêmement attention avec ces commandes. Je vous montrerai aussi dans une vidéo où sont localisées en fait ces comment dirais-je, ces différentes actions dans PHP-MyAdmin. Ensuite, on va voir quelques commandes et syntaxes SQL. On s'arrêtera à une partie pour dans ce cours avec le parti réellement syntaxe SQL pour les requêtes. Donc, le SQL, je passe là-dessus, globalement c'est une obligation, vous n'avez pas le choix, que ça soit avec PHP-MyAdmin et encore plus avec des interactions avec des langages de programmation ou en ligne de commande, vous n'avez pas autre choix que d'apprendre la syntaxe SQL. Donc je passe sur des commandes que l'on a pu déjà voir, mais qui peuvent être utiles. Donc là, pour créer une base de données, la commande est create database, suivie du nom de la base de données. N'oubliez jamais les points-virgules, c'est extrêmement important. Chaque commande SQL doit se terminer par un point-virgule. Donc, commande très simple, pas de paramètres, juste le nom de votre base de données. Je vous donne aussi la syntaxe pour créer une table directement en SQL, même si c'est des choses que l'on fait rarement, parce que la plupart du temps, on passe par le logiciel d'interface. Pourquoi? Parce que la création d'une table, on va dire, c'est une syntaxe qui est relativement longue, qui n'est pas forcément évidente, notamment à partir du moment où on va vouloir notamment définir ici les différents attributs, note nulle, est-ce que c'est une clé primaire, un index, etc. Plus différents paramètres liés à la base de données. Donc il faut admettre qu'on crée assez rarement ces tables dans le logiciel. En syntaxe SQL de base, la plupart du temps, on utilise un logiciel. Néanmoins, la syntaxe ressemble à ça. On a donc create table, le nom de votre table, vous ouvrez une parenthèse et ensuite ici vos différents champs et éventuellement les différentes clés que vous allez définir. Une astuce, si jamais vous souhaitez créer vos tables directement en SQL, vous pouvez aussi utiliser PHP-MyAdmin en cliquant sur voir le code SQL et faire un copier-coller pour le mettre dans un autre langage si vous avez à le faire.
ça permet d'éviter de faire des bêtises, parce que clairement la syntaxe n'est pas la plus simple. Alors, l'insertion de données. Alors, l'insertion de données, globalement, on n'insère jamais des données directement à la main, ligne par ligne. Ou alors, il faut être très courageux. La plupart du temps, c'est ce que vous avez fait dans la première partie du TD, c'est qu'on insère de façon massive les données dans une table pour insérer ligne par ligne ou insérer un fichier directement. Néanmoins, je vais vous donner quand même la commande pour insérer des données. C'est le cas notamment où vous voulez en fait passer par un langage de programmation et insérer directement vos données par vous-même, ligne par ligne, dans une table. Dans ce cas-là, la commande va être insert into, le nom de la table, suivi du mot-clé values avec les valeurs que vous souhaitez insérer. Alors, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. Pourquoi faire ça ? Alors, je vous le donne, c'est vraiment un titre d'information pour l'instant, parce que globalement, cette commande-là, insert into, vous ne l'utiliserez jamais à la main. Mais néanmoins, si vous souhaitez à un moment donné aller plus loin en SQL et notamment interagir à partir de R sur une table SQL, vous pouvez très bien dire je vais lire mes données dans R, je vais les formater dans R, et ce que vous avez fait dans le premier TD, à savoir j'exporte mes fichiers ensuite sous format de fichier texte, et ce fichier texte que j'ai sauvegardé, je le renvoie vers le serveur SQL pour importer. En fait, on aurait très bien pu, directement à partir de R, plutôt que de faire un write pointable, d'utiliser la commande, on aurait très bien pu se connecter sur la base de données, et réaliser les insertions directement depuis R en utilisant la commande insert into. Donc c'est une étape un peu plus évoluée, un peu plus avancée, mais néanmoins ça aurait été possible, et ça apporte une certaine souplesse, et ça évite aussi différentes étapes de sauvegarder des fichiers, puis les réimporter, etc. Donc c'est pour ça que je vous donne cette commande, parce qu'au final faire ça directement dans R, c'est pas beaucoup plus compliqué, il faut juste utiliser le connecteur, et ça permet aussi de gagner du temps et d'avoir au final des scripts 100% automatiques. C'est-à-dire que, pensez à une chose, imaginez qu'une fois en stage ou en poste, que ce soit votre stage de Master 1, stage de Master 2 ou autre, vous avez régulièrement, toutes les semaines, des données à formater et à insérer dans une base SQL. Au bout d'un moment, vous pouvez peut-être réfléchir à vous dire je vais faire ça sous forme de script, c'est-à-dire que je vais avoir un script R qui va me lire mon fichier de base, mon fichier initial, brut. Ce fichier, je vais le formater, je vais le corriger, je vais faire toutes les manips de formatage nécessaires pour que les données soient correctement formatées avec les bons types, etc. Ça, c'est la première chose. Et après, je vais directement en fait insérer mes données dans ma base via R. Et en fait, ce qui va se passer, le truc hyper intéressant, c'est que chaque semaine ou chaque mois ou chaque jour, peu importe la fréquence, vous aurez juste en fait à relancer ce script R et toute la manip sera faite automatiquement. Donc en fait, vous n'avez plus rien à faire manuellement, ce qui peut être un gain de temps assez extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, faut pas être, comment dirais-je, avoir une certaine anxiété, une certaine peur vis-à-vis de ça, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué, et clairement en termes de gain de temps et d'automatisation, ça apporte énormément. Donc je reviens sur la commande insert into. 2 façons de le faire. Alors la première, c'est la façon que moi je ne vous recommande pas, c'est d'utiliser uniquement le nom de la table suivi de values et les valeurs que vous souhaitez insérer. Alors là, en fait, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les valeurs que vous mettez ici, valeur 1, valeur 2, etc., se réfèrent exactement à l'ordre des champs. Donc ça va aller forcément dans le champ 1, ça va aller dans le champ 2. Vous ne précisez pas en fait les champs dans lesquels vous souhaitez insérer des données. Honnêtement, c'est un peu risqué. Si jamais à un moment donné vous décalez des valeurs, etc., vous allez mettre les mauvaises valeurs dans les mauvais champs, etc., c'est pas la syntaxe que je vous conseille. La syntaxe que je vous conseille, c'est plutôt celle-ci, de mettre insert into, le nom de la table, suivi d'entre parenthèses les champs dans lesquels vous souhaitez insérer des datas, avec l'ordre dans lequel vous souhaitez insérer des datas, c'est-à-dire colonne 1, colonne 2, suivi du mot-clé values, valeur 1, valeur 2, mais là forcément, valeur 1 se réfère à la colonne ici, et valeur 2 va se référer à la colonne ici. Donc en fait, c'est un peu comme les datas de pédigré que j'avais insérées dans la vidéo précédente, où je précisais en fait l'ordre
des colonnes relatifs à mes données insérées. Objectivement, cette façon de procéder est quand même beaucoup plus sécure que cette façon-là où là vous vous basez uniquement sur l'ordre des champs. Voilà. Et enfin, petite parenthèse, vous vous souvenez qu'au tout début du cours, le cours d'introduction, je vous disais que c'était pas du tout une bonne idée d'utiliser les quotes pour protéger des formats, notamment pour éviter qu'une date soit vue comme une date, etc. Parce que quand on met une quote, du coup, cette quote reste dans les données et donc du coup est exportée comme n'importe quel autre caractère. Et là, vous voyez en fait que la simple quote est utilisée en fait pour séparer les valeurs que vous souhaitez insérer. Donc du coup, si vous voulez mettre ici une valeur qui contient déjà une quote, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une première apostrophe, suivie d'une deuxième apostrophe, et SQL va comprendre en fait que vous voulez insérer une donnée vide, suivie d'une valeur, suivie d'une quote, suivie d'une virgule, et dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir une erreur de syntaxe, et comment dirais-je, votre insertion va s'arrêter. Pareil, autre information, si jamais vous voulez insérer une valeur dans laquelle il y a une quote, typiquement une apostrophe, L apostrophe par exemple, vous devez protéger cette valeur en utilisant le signe backslash, donc en mettant backslash quote. Donc voilà, ça c'est des points importants, sinon ça plante lors de l'importation tout simplement. Autre point important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez modifier massivement des données, vous ne pouvez pas juste réimporter les datas. C'est-à-dire que si vous réimportez des données dans une table dans laquelle vous avez déjà importé ces données, en fait vous allez importer des doublons. Ce qui veut dire que au mieux vous avez mis une clé primaire et dans ce cas-là SQL va arrêter immédiatement l'importation en vous disant que ces données existent déjà, donc il ne peut pas les réimporter. Au pire, vous n'avez pas mis de clé primaire et dans ces cas-là, en fait, vous réimportez vos données en doublon. Donc ce qu'il faut avoir l'idée, c'est que si jamais vous n'avez pas mis de clé primaire et que vous souhaitez réimporter vos données parce que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé dans votre script, par exemple, il faut au préalable vider la table et donc utiliser un truncate table pour pouvoir juste réimporter à nouveau vos données. Si vous souhaitez après en live corriger ou modifier des données, il faut utiliser en fait aussi une commande SQL. Et donc la commande SQL, c'est la suivante, c'est la commande update suivie du nom de la table, suivie du mot-clé set, la colonne sur laquelle vous souhaitez agir, avec la nouvelle valeur que vous souhaitez mettre dans cette colonne selon une condition. Alors si vous ne mettez pas de condition, en fait ce qui va se passer, c'est que toutes les colonnes, tous les enregistrements vont être modifiés avec une seule valeur. Donc ça, généralement, on ne le fait pas. La plupart du temps, on utilise une commande. Je passe sur l'exemple en duplicate key parce que ça c'est clairement en fait un truc uniquement de SQL, c'est-à-dire que SQL, je vous avais dit que MySQL ne respectait pas forcément la norme SQL complètement, et en fait MySQL dispose d'un paramètre qui est onDuplicate key update. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on fait une insertion dans une table, avec valeur 1, valeur 2. Si jamais en fait, la valeur était déjà présente et qu'il y avait par exemple une clé primaire, il y a la possibilité de modifier à la volée lors de l'insertion. Mais c'est uniquement compatible avec MySQL, donc j'en parle juste pour information, je vous déconseille d'utiliser cette commande-là. Donc ce que vous allez faire, ça va être d'utiliser cette commande update pour modifier les valeurs moins 999 avec le mot-clé nul, qui est donc un mot-clé réservé SQL. L'intérêt de faire ça, c'est qu'à partir du moment où on va mettre le mot-clé nul, SQL va vraiment considérer que c'est une valeur manquante, mais pour SQL. Et donc du coup, pour certains calculs, il ne va pas en tenir compte, et parce qu'il va considérer que la valeur est vraiment manquante. On verra ça par la suite. Donc pour cela, vous allez devoir appliquer sur toutes les tables et sur pas mal de champs où vous avez cette valeur moins 999, vous allez devoir utiliser la syntaxe suivante, update, le nom de la table, donc là moi j'ai été extrêmement précis en mettant le nom de la base, point le nom de la table, set, le nom du champ sur lequel vous voulez agir, égale nul. Notez bien une chose, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas d'apostrophe autour du mot-clé nul, parce que c'est un mot-clé réservé, c'est une commande, donc ne mettez surtout pas des apostrophes de part et d'autre, c'est nul tout seul. Et bien sûr, là j'ajoute une condition, where rendement filé égale, là je suis obligé de mettre des apostrophes, moins 999.
Alors ça, c'est extrêmement important de mettre la condition. Si vous ne mettez pas de condition, ce qui va se passer, c'est que vous allez effacer toutes les valeurs de rendement filées en leur affectant la valeur nulle. Donc vous ne voulez pas ça, vous voulez uniquement qu'il y ait nul dans le cas où il y ait moins 999. Donc voilà ce que vous allez devoir réaliser. On va s'arrêter aussi, on va arrêter cette vidéo à ce moment-là, parce que là maintenant vous allez devoir retourner sur le serveur SQL. Une fois de plus, je vais créer une vidéo de screencast pour vous montrer la manip à faire. Une dernière chose là-dessus. Ce que je vous conseille, donc là on a une modification relativement simple, mais le point le plus important en fait lorsqu'on fait une modification sur une base SQL existante, c'est bien sûr la condition de tri qui va vous assurer, la condition ici, qui va vous assurer que votre modification est bien sur les champs que vous souhaitez modifier. Là, on a quelque chose de relativement simple, donc assez peu d'erreurs possibles, mais souvenez-vous d'une chose, si jamais vous vous trompez dans votre condition et que vous appliquez la valeur nulle sur tous vos enregistrements, SQL ne va rien vous dire, il va juste modifier tel que vous lui avez demandé les choses. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille, quand vous avez ce genre de choses à réaliser et que vous n'êtes pas sûr au départ, je vous conseille de faire d'abord une requête, c'est-à-dire faites une requête, select étoile from carcass, where rdt filé égale moins 999. Ça va vous assurer une chose, ça va vous assurer que vous sélectionnez bien les bons enregistrements que vous souhaitez modifier. Une fois que vous vous êtes assuré que votre condition est OK, donc là elle est relativement simple, mais on peut imaginer des conditions beaucoup plus complexes. Une fois que vous vous êtes assuré que votre condition est OK pour sélectionner les enregistrements et uniquement les enregistrements que vous souhaitez modifier, à partir de là, vous faites un copier-coller de votre condition et vous repartez sur une syntaxe de type update. Et là au moins vous vous assurez de ne pas faire de bêtises. Donc au début, je vous conseille de faire ça, et honnêtement, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, même dans d'autres langages, quand on utilise des syntaxes un peu complexes, avant de les appliquer sur nos datas, et avec le risque de devoir tout réimporter et de tout refaire, parce qu'on se trompe, je vous conseille, c'est une bonne chose de tester ça par une requête au départ, pour être sûr que vous êtes bien en train de travailler sur les bons enregistrements et pas sur autre chose. Parce que si vous vous trompez, il faudra tout recommencer, tout réimporter, etc. Donc voilà, donc maintenant vous allez pouvoir passer sur la partie online, et une fois de plus, on pourra discuter lors du BBB à la fin du cours si vous avez eu des difficultés. Voilà, à bientôt.